Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Saint-Gilles, au cœur de la Camargue, pour rencontrer Mathias, salarié sur une exploitation d'élevage de taureaux espagnols. Cet épisode n'était pas du tout prévu, mais par le plus grand des hasards, j'ai eu la chance de découvrir le quotidien extraordinaire de Mathias en allant avec lui donner à manger aux taureaux. Mathias nous a fait vivre ce moment unique avec beaucoup de gentillesse et de pédagogie. Il nous a raconté son métier avec passion, lui qui tous les matins descend de son tracteur pour donner à manger à pied à ses bêtes de plus de 500 kilos, seul au milieu d'hectares de champs. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage son témoignage. J'ai alors proposé à Mathias qu'on enregistre un épisode sur le pouce et il a tout de suite accepté. On a donc parlé ensemble de taureaux espagnols, aussi appelés taureaux de combat. Pour les amoureux de cet animal, le taureau est un peu l'équivalent du lion dans la savane. On l'admire autant qu'on le craint. Ces bêtes aussi royales que féroces sont élevées pour la corrida. Cet épisode ne parle pas de la corrida en tant que telle. Si ça vous intéresse, je pourrais trouver un torero ou une autre personne mieux habilitée à nous parler de ce qui se passe dans l'arène. Cet épisode parle des dessous de la corrida, de la face cachée qu'on connaît finalement peu et qu'on ne voit pas. L'élevage de ces animaux hors normes avec tout ce qu'il implique. Le danger de travailler avec eux, le rapport de force dominante-dominée ou encore les écosystèmes protégés par la présence de cet animal qui demande des hectares et des hectares d'espace. La voix de Mathias m'a plu car c'est une voix qu'on entend peu, une voix qui sera utile à tous les curieux qui veulent comprendre le lien ambigu qui unit l'homme à l'animal. Bonne écoute! Bonjour Mathias. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir sur ton exploitation. C'est l'épisode le plus à l'arrache de l'histoire de la Clé des Champs. Ah mais c'est authentique. Ah oui, là il ne pouvait pas être moins préparé. Pour les auditeurs, en fait, on est arrivé là par des amis qui nous ont dit vous pouvez aller donner à manger aux taureaux le matin. On a débarqué, Mathias nous a accueillis, nous a amenés pour donner manger aux taureaux. C'était l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Mais non, ça s'est bien passé. On était sur une remorque en plein champ et on avait les taureaux à peu près 20 cm. Et Mathias t'a parlé tellement bien de son boulot, de son travail, que je me suis dit qu'il fallait que je vous partage sa voix. Donc voilà, je lui ai proposé et puis il vient de finir de travailler et maintenant on enregistre. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve là actuellement? Alors, moi c'est Louis Mathias, je suis salarié de l'exploitation de la ganaderia du Scamandre, dédiée du Scamandre. On fait principalement de l'élevage de taureaux espagnols et il y a aussi des cultures à côté, donc du foin, de l'orge, etc. Et ensuite, à côté de ça, j'ai un autre métier qui est cavalier moniteur qui reste dans le domaine de la montre de travail. Je m'occupe principalement des bêtes le matin, des taureaux espagnols, y compris des vaches, pour leur donner à manger et pour apporter les soins nécessaires en cas de. Et c'est particulier de travailler avec des taureaux, c'est un animal sauvage. Ça a été quoi le déclic pour toi de dire allez go, je fais ça? Alors le déclic, c'est que moi je suis issu de la région Camargue, donc il y a plusieurs festivités taurines. Il y a le monde de tauromachine espagnol, il y a aussi la tauromachine Camargue. Et de base, je suis pas du tout d'ici, je suis de Marseille. Petit, à Nîmes, j'avais vu une abrivade avec des taureaux dans la rue. Et une abrivade, c'est les taureaux qui sont lâchés et entourés ça. de chevaux. C'est ça. Qui parcourent la ville. Donc là, par contre, c'est les taureaux Camargue, ça n'a rien à voir avec les taureaux espagnols, bien que la couleur et les cornes et le nombre de pattes est le même. Du coup, ça a été l'élément déclencheur. Quand j'ai vu ça, je dis à mon père, papa, je veux travailler avec les taureaux et les chevaux. Et depuis ce jour, je me suis donné les moyens. À 16 ans, j'ai commencé à travailler en apprentissage, passer les diplômes qu'il fallait. Et puis c'est vrai que c'est un métier qui, chaque jour, est différent. Un matin, des taureaux se sont échappés. Un matin, il y a une vache qui s'est blessée. Tout est différent. La météo joue beaucoup aussi. Le matériel aussi joue beaucoup aussi, puisque un matin le tracteur n'a pas démarré parce qu'il a fallu faire les champs avec le jour précédent. Donc c'est un métier qui
qui est pas linéaire et qui est très polyvalent. Est-ce que tu pourrais nous décrire l'exploitation donc, d'Olivier, puisque toi tu es salarié ici, c'est Olivier Riboulet qui a cette exploitation. Est-ce que tu peux nous décrire combien il y a d'animaux, s'il a des cultures à côté Alors en tout, on a entre 300 et 400 bêtes, vaches et mâles confondus, qui sont répartis sur plusieurs parcelles. Donc on a une partie, une moitié de l'exploitation qui est donc à Saint-Gilles, et une autre partie qui est dans les Cévennes, vers Saint-Hippolyte-du-Fort. On a l'autre moitié de l'élevage. Donc là, par contre, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un autre employé qui s'en occupe. Et ensuite, donc sur Saint-Gilles, sur la commune de Saint-Gilles, on a aussi des parcelles de culture qui nous servent justement pour l'alimentation des taureaux, donc où on fait notre propre fourrage, donc le foin, la paille, l'orge, le pois chiche, etc., qui va nous servir donc après pour alimenter donc ces taureaux et ces vaches espagnoles. Et alors, tu parles qu'on comprenne bien, de taureau espagnol, de taureau camarguais. Ça m'amène à la question de l'auditeur que je n'ai évidemment pas posée, mais qui est celle de mon copain. Donc, qui te demande, c'est quoi la différence entre un taureau espagnol et un taureau camarguais? Alors, pour le coup, je suis bien placé pour savoir la différence, puisque j'ai travaillé donc avec les deux taureaux, avec les deux races de taureaux. Au niveau physique, il y a une différence, bien qu'ils aient la même couleur. On peut déjà le constater de par leur physique qui va changer, c'est-à-dire qu'un taureau espagnol va être beaucoup plus gros et un taureau camargue va être plus fin. Ça s'explique parce qu'un taureau camargue sert principalement pour la course camarguaise. La course camarguaise, il ne faut pas avoir des taureaux trop gros puisqu'il faut avoir une certaine agilité, et un taureau espagnol, il lui faut de la force, il lui faut de la prestance. Et surtout qu'un taureau camargue est castré pour participer à une course camarguaise. Et un taureau espagnol, non, est encore entier. Donc la différence au niveau physique se fait de par leur morphologie, mais aussi de par leurs cornes. Les taureaux camargues ont les cornes qui se dirigent vers le ciel, et les taureaux espagnols ont les cornes qui se dirigent vers l'avant. Donc ça démontre bien aussi que l'esprit de combat est beaucoup plus développé chez l'espagnol que chez le camargue, puisque les cornes sont faites en avant, prêts pour attaquer, prêts pour se défendre. À titre de comparaison, un taureau espagnol, on va le comparer plus à un bodybuilder, et un taureau camargue plus à un athlète. C'est ça la différence. Oui, parce qu'on allait voir une course camarguaise, donc en fait le taureau, je veux schématiser, mais il a une cocarde sur le front, un ruban, et donc les raseteurs, donc qui doivent courir devant le taureau et attraper cette cocarde. Et effectivement, on voit des taureaux qui sautent, qui ressautent les barrières, et voire des fois qui finissent dans les tribunes. C'est possible, c'est rare, et on ne le souhaite pas à chaque fois, mais c'est rigolo, ça fait un peu l'animation. Après voilà, le but c'est qu'un taureau camargue, la différence entre une corrida et un taureau camargue, c'est pas le même objectif à la fin. À la fin d'une corrida, c'est la mise à mort du taureau, et à la fin de la course camarguaise, c'est les attributs qui sont placés sur le taureau. Donc l'objectif n'est pas du tout le même. Et donc justement, les taureaux que tu appelles espagnols, eux, leur finalité, c'est la corrida telle qu'on la connaît tous dans les grandes arènes de Nîmes, Arles, Mont-de-Marsan, Dax, etc. Exactement. Et donc c'est ça que vous élevez ici. Et moi, ce qui m'intéresserait d'échanger, si ça intéresse les auditeurs, je ferai un épisode sur la corrida à part entière, ce qui se passe dans les arènes. Mais là, ce que j'aimerais voir avec toi, parce que toi, tu n'es pas spécialiste de tout ça, mais par contre, tu es spécialiste de ce qui se passe dans l'envers du décor, derrière. Et c'est de ça que j'aimerais parler. Alors, comment sont élevés les taureaux de combat, du coup les taureaux espagnols? Combien de temps ils restent sur l'exploitation et c'est quoi le déroulé de leur vie? Alors, le déroulé de leur vie, ça reste toujours dans le respect et surtout dans le bien-être, puisque l'envers du décor est très souvent oublié. Un taureau de combat, un taureau espagnol, il n'est pas, et il va directement dans l'arène. Il y a un travail qui est fait en annexe, c'est-à-dire toute l'alimentation, son lieu, son environnement, c'est-à-dire qu'un taureau espagnol, il lui faut une certaine surface de prairie pour qu'il puisse vivre. À titre de comparaison, il va devoir avoir plus besoin de superficie que des vaches domestiques. Donc, un taureau espagnol ou une vache espagnole ne vont pas forcément avoir la même longueur de vie. Un mâle, on va le garder beaucoup moins longtemps qu'une vache. Il y a un travail de sélection et de génétique qui est très importante. La génétique, tout l'esprit de combat, se passe par le biais de la vache. Donc comme quoi, des fois on dit que la Camargue est un milieu macho, mais pour autant, c'est elles qui sont mises en valeur. Voilà, exactement. Donc pour le coup, on va sélectionner les meilleures vaches pour ensuite avoir les meilleurs taureaux. Donc ça passe par le biais de plusieurs facteurs bien précis, la morphologie, l'esprit de combat, etc. Un taureau espagnol va vivre moins longtemps, puisque du coup, la finalité c'est quand même de le tuer, puisque arrivé à un certain âge, il commence à être dangereux, et surtout que
un taureau trop vieux se fera tuer par un autre parce qu'il aura plus la force de se défendre. Donc forcément, la durée de vie d'un mâle est moins importante parce qu'une que vache. la femelle elle sert de reproductrice finalement. Exactement. Et donc elle, combien de temps elle vit en moyenne? Oh, ça peut dépasser les 16, les 16-8 ans et encore. Et le taureau mâle, lui, donc... Les taureaux mâles, ça dépend après s'il est talent producteur, puisque lui aussi, il y a un travail de génétique qui est fait. Bien sûr, les vaches, il faut bien un mâle pour que ça se reproduise. Donc ça peut passer par le biais, par exemple, le fils d'un très bon étalon, ou aussi un taureau qui a été gracié en corrida, il va servir d'étalon producteur. Gracié, ça veut dire qu'il a été sauvé parce qu'il était extrêmement bon dans l'arène. Exactement. Donc un taureau qui a été très bon va servir d'étalon, et bien sûr, on ne le remet pas du coup avec les autres mâles, puisque si on le remet avec les autres, il se fera tuer par les autres, puisqu'il aura perdu de sa force, et donc il se fera tuer. Donc forcément, on va le mettre avec les vaches. Donc du coup, les mâles vont durer aux alentours, je dirais, grand maximum entre 8 et 9 ans. Sachant que pour la corrida, à partir de 5 ans, ils deviennent trop dangereux parce que trop matures, c'est ça que tu nous expliquais. Entre 4 ans et 5 ans, c'est l'âge idéal pour une corrida. Passer les 5 ans, ça commence à être de jolis bébés, donc il vaut mieux pas les mettre en piste, quoi. Mais déjà 5 ans, c'est pas mal, parce que des vaches que tu appelles domestiques, donc qui sont pour la viande et comme ça, c'est autour de 2 ans, entre 1 et 2 ans. Bien sûr, alors c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est des bêtes-là qu'on n'élève pas principalement pour la viande. On en fait donc aussi une activité à côté, donc de la valorisation de viande, c'est possible d'en manger, mais par contre au niveau rentabilité, c'est pas ce qui rapporte le plus pour un élevage de taureaux espagnols. On y gagne parce que la viande est valorisée comme il faut, mais à terme, si on voudrait faire uniquement de l'élevage de taureaux espagnols, de vaches espagnoles pour de la viande, ça serait pas rentable. Justement, on est allé leur donner à manger. Parce que c'est pareil, il y a toute une alimentation presque Bien comme sûr. pour des sportifs, où vous calculez très bien ce que vous leur donnez pour qu'ils ne soient pas trop gros, pour qu'ils restent mobiles, etc. Toujours dans l'idée de produire les taureaux de meilleure qualité. Oui. Alors, au niveau de l'alimentation, donc les mâles ont une alimentation un peu particulière. Donc, ils ont de l'orge, du pois chiche, de l'avoine, des féveroles et du maïs. Je crois que je ne l'ai pas dit. Donc, je broie en fait tout ça le matin de façon un peu grossière, que ça fait un peu farineux. Et après, on a quelques petits secrets qu'on garde quand même. Il ne faut pas non plus tout dévoiler. Donc, je combine ça rapporte un apport très important au niveau protéines. Le problème, c'est qu'on pourrait mettre aussi en plus du foin, mais si on met du foin en plus, déjà financièrement, ça coûte de l'argent, et en plus, ça ne servirait pas à grand-chose, puisque le foin, plus donc cette farine qui a un nom bien particulier qui s'appelle le pienso, si on combine les deux, ça serait un apport trop riche pour le taureau, et donc au niveau cardiaque et niveau morphologie, ça serait trop. Donc forcément, l'alimentation est bien calculée, donc du coup, en plus, au lieu de mettre du foin, on met de la paille, qui rapporte juste de la matière sèche, pour que les taureaux ruminent constamment dans la journée. Donc l'alimentation de ces bêtes-là est calculée, pas au millimètre près, mais c'est calculé, c'est réfléchi. Et arrive ce moment terrifiant du matin où tu dois aller leur donner à manger. Donc terrifiant, non, pas terrifiant. Pour que les auditeurs s'imaginent, tu pars avec un tracteur, il y a une remorque derrière avec les balles de foin et l'alimentation. Et puis après, toi, en toute détente, au milieu des 50 taureaux, tu descends à même le sol et tu leur distribues à manger comme ça. Bien alors sûr. que le taureau de combat, tu l'as dit, c'est un animal sauvage. Tu nous as raconté qu'il y avait quelques accidents. C'est pas anodin quand même. Mais alors, c'est pas un moment terrifiant. Pour moi, ça serait plus un moment privilégié et agréable de détente, qui fait que justement, quand on se retrouve une de ces bêtes-là, on oublie un peu tout ce qui se passe dans notre vie, puisqu'on est là face à nous-mêmes et face à des bêtes qui pèsent entre 500 et 600 kilos, qui sont quand même des bêtes sauvages et dangereuses. Donc c'est vrai que le moment où je descends à pied avec mon sac de pienso face à une bête comme ça, il y a une certaine forme de respect mutuel qui s'instaure de par le regard, de par la prestance. Chaque pas est réfléchi, chaque mouvement, chaque parole aussi est réfléchi, chaque ton de voix est réfléchi. C'est là où c'est très intéressant, c'est pour ça que j'aime ce métier-là. C'est à la fois l'adrénaline d'être en face des bêtes comme ça et le respect mutuel qu'on a envers ces bêtes. Après, bien sûr, il arrive toujours un moment où il y a une bête ou quoi, elle est mal lunée, elle cherche un peu à se rebeller, ou une bête blessée qui est dangereuse puisque l'esprit de survie est surdéveloppé, puisque dans ces bêtes-là, c'est pas des bêtes qui, s'il y en a une qui s'est pris un coup de corne ou qui boite,
On va pas la prendre, on va pas la mettre en box, l'enfermer, lui faire des radios, lui mettre un plâtre, etc. Non, c'est pas Lui faire un possible. bisou. Voilà, ça c'est pas possible. Il y a beaucoup de sélections naturelles qui se font. Une bête faible, on pourra pas la garder. Tu nous racontais qu'il y avait le taureau numéro 16 qui était un C'est peu ça. fourbe en ce moment et dont tu devais te méfier. Ah, ben, le numéro 16, je sais pas, c'est une histoire qui s'est déclenchée dans la semaine dernière. Il a pris peur de quelque chose. C'est un peu inexplicable puisqu'il faisait partie des taureaux les plus nobles. Et je précise bien de la noblesse et pas de la gentillesse, puisque ces taureaux-là ne sont pas gentils. Ils ont un respect et ils ont de la noblesse. Mais s'ils veulent, un taureau n'est pas gentil. S'il veut, il peut être méchant, comme il a pu faire avec moi. Il a eu une petite frayeur et il s'est montré un peu rebelle envers moi. Bon, ben, quand c'est comme ça, il n'y a pas de héros, on n'est pas un surhomme. On jette le sac, on monte sur la remorque et on se fait oublier. Ouais. Et la remorque qui fait 80 cm de haut, je précise. La remorque c'est ton est... territoire et qui vient Voilà, pas te chercher. c'est ça. C'est que la remorque, c'est qu'à notre territoire. Après, c'est vrai que je vous ai rassuré en vous disant que c'est notre territoire et qu'on risque rien, mais Ah, on était dessus, comme des petits naïfs. ce qu'il faut bien penser, c'est que si le tracteur, bon, vous l'avez vu de vos propres yeux, il a une tête un peu particulière, c'est pas pour rien. Voilà, mais ça après je dis toujours après. Je te remercie parce que j'étais pas bien rassurée au moment d'y aller. Et j'aimerais revenir sur le travail de génétique que vous faites. Ouais. J'imagine que pour l'éleveur, c'est un peu la meilleure partie parce qu'il faut réfléchir à quelle vache t'assembles avec quel taureau en fonction des caractéristiques que tu veux pour le taureau. Alors là, par exemple, sur l'exploitation, il y a quand même très peu d'étalons. Sur le domaine de Saint-Gilles, on n'en a que 2 qui reproduisent, donc pour les mâles. Pour les vaches, donc actuellement, on a un lot qui passe donc pour les tiennes. Donc les tiennes, c'est moment de sélection. Donc c'est pour schématiser, c'est une espèce de corrida, donc sans mise à mort directe. Donc où il y a le picador qui rentre en piste, qui va tester la vache, son esprit combatif face au cheval. Ensuite, il y aura aussi le matador qui va la torer, etc. C'est un moment très particulier où il y a un rapport qui se fait entre le matador et l'éleveur. C'est-à-dire que l'éleveur va donner les exigences au picador et il va aussi donner ses exigences au matador. Et donc après, c'est à ces 3 acteurs de mettre le plus en valeur la vache, puisqu'en fait, la tiente, c'est un combat pour la vie. C'est-à-dire qu'une vache qui a été pas très bonne en tiente, malheureusement, elle sera tuée et elle partira, elle, par contre, à l'abattoir. Puisque, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, on a entre 300 et 400 bêtes à nourrir. On aimerait toutes les garder. Malheureusement, on n'a pas d'argent infini. Donc, la génétique est très importante. Après, ce qui m'a marqué quand on est venu dans le champ avec toi, c'est ces immenses espaces, cette biodiversité. C'est un côté qu'on ne voit pas du tout, ça, de la corrida, mais qui permet vraiment de préserver ces espaces naturels, finalement. Bien sûr. Alors, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des espaces qui sont très grands pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces bêtes-là ont besoin d'espace pour vivre, pour leur confort. Donc déjà, le confort naturel pour une bête, c'est d'avoir de l'espace. Donc, plus il y a d'espace, plus il va y avoir d'arbres pour s'abriter du vent, de la pluie. Donc, très souvent, ils creusent eux-mêmes des trous dans le sol pour ensuite s'abriter du mistral. Mais aussi pour leur bien-être entre eux, c'est-à-dire que c'est des taureaux qui se battent constamment, que ce soit les vaches ou les mâles. Les mâles se battent un peu plus que les vaches. Mais comme c'est grand, un taureau du coup, qui s'est fait battre par un autre aura plus facilité à s'échapper du taureau qu'il a malmené pour se faire oublier, pour se cacher. Donc, ça explique l'espace nécessaire pour les prairies et surtout aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est des bêtes qui sont nourries tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où on ne nourrit pas, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, on y va. On met un kawaii et on y va, on s'équipe et on va nourrir les bêtes. Alors certes, on met un petit peu moins manger parce que il y a du foin qui se gaspille et on ne peut pas se permettre de gaspiller du foin. Mais du coup, on a des parcelles qui sont là actuellement des parcelles qui ne sont pas occupées, mais par contre qui sont travaillées, donc il y a l'herbe qui est en train de pousser. Donc du coup, après on fera des roulements pour économiser du foin, de la paille, du pienso, etc. Donc il y a un travail aussi, il y a un aspect financier, parce que s'il faut donner du foin tous les jours, on passerait facile 10 blocs de foin par jour, et là après au niveau économique, c'est pas possible. Je trouve pas. Mais ils sont vraiment élevés comme des rois ici. Toi, c'est ton animal fétiche, le taureau? Alors c'est mon animal fétiche, avec les chevaux. C'est presque une passion et quelque chose qui est ancré. C'est très dur de découvrir cette passion-là. C'est vrai que pour moi, ça s'est découvert, mais dans la région, c'est des gens qui sont innés, c'est une passion qui se transmet de génération en génération. C'est pareil comme trouver, j'ai eu la chance
de toujours trouver un emploi dans ce milieu-là. Être employé dans un élevage de taureaux Camargue ou de taureaux espagnols, c'est quelque chose de très compliqué, puisque l'exigence de l'employé est très importante. Il faut avoir un employé qui est très polyvalent et qui sache que c'est qu'une bête. Ouais. Donc c'est pour ça que le taureau est roi, ouais, ici. Le taureau est roi. Mais tous ces espaces, qu'est-ce qui deviendrait? Là, on sait que la corrida, elle est en danger, elle est très remise en question. Si jamais à un moment il n'y a plus de taureaux de combat, qu'est-ce que vous ferez? Alors, si demain il n'y a plus de corrida, il y a plusieurs facteurs qui vont prendre un sacré coup. Le premier qui me vient en tête, c'est l'écologique. Puisqu'en fait, donc, comme Olivier et Anne-Marie, donc, qui ont l'exploitation, contribuent énormément à l'écologie. Donc, de par leurs parcelles qui servent pour les taureaux, donc c'est des taxes en fait Il y par a les combien taureaux. d'hectares? Je crois que tu nous l'as dit. Alors, en tout, là, de parcelles pour les taureaux, il y en a presque 200 hectares. Ouais. C'est pas parce qu'on est sur un domaine privé que c'est pas une réserve naturelle. C'est une réserve naturelle qui est privée et justement qui est encore plus bénéfique qu'une réserve naturelle qui appartiendrait comme à l'État, puisqu'on ne fait pas du tourisme intensif, on protège la faune et la flore, il n'y a pas de tracteurs qui passent pour faire des engrais, des pesticides, etc., puisque toute la viande et toutes les cultures qu'on fait, c'est uniquement du bio. Donc si demain il n'y a plus ces taureaux-là pour occuper ces espaces-là, déjà il n'y a plus de corrida, donc sur les 300 et 400 mètres qu'on a, on n'en garderait pas autant, on n'en aurait plus d'utilité. On en garderait les 50 pour le plaisir. Et ensuite, toutes ces prairies-là partiraient, celles qui peuvent partir en culture intensive, on les mettrait en culture intensive. Et celles qui peuvent être constructibles, on partirait sur des gîtes, de l'hôtel, etc. Donc du tourisme à fond. Ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que ces bêtes-là sont manipulées uniquement à cheval, pas à pied. Donc tous les chevaux qui nous serviraient pour manipuler ces bêtes-là, qui eux aussi ont besoin de terre pour vivre, on les revendrait. Et donc ces terres-là aussi seront aussi revendues. Donc déjà, ça ferait beaucoup de prix en Camargue détruites. Il y a aussi un aspect économique. Tout ce qui est les corridas, ça rapporte au niveau du tourisme. Et puis, qu'est-ce que serait la Camargue si demain, il n'y a plus de taureaux espagnols ni de taureaux Camargue, puisqu'il faut bien penser que demain, si on interdit un jeu de terrain, les autres suivront, que ce soit la course camarguaise comme la course landaise. Oui, donc ça, on comprend bien. Enfin, en tout cas, quand on vient visiter ici la manade, t'appelles ça? La ganaderia? Alors, voilà, la ganaderia. Ouais. La ganaderia pour les taureaux espagnols. Voilà, la ganaderia pour les taureaux espagnols et une manade, c'est pour les taureaux Camargue. Et justement, toi, en tant qu'éleveur, là, les bêtes, tu nous le disais, tu les connais une à une. Oui. Quand elles partent, pour l'éleveur, ça doit être c'est un côté ambivalent. Ça doit être aussi un déchirement de le voir partir. C'est un spectacle où justement, on met le plus possible en valeur le taureau et on met le plus possible en valeur notre travail qu'on a fait. Puisque la finalité, pourquoi est-ce qu'on élève un taureau? On élève un taureau pour la corrida. C'est-à-dire qu'on ne se le cache pas, que ce soit Olivier ou Anne-Marie, ils savent très bien que leurs taureaux vont être tués en piste. Et au contraire, c'est un très grand honneur d'avoir un taureau, rien qu'un taureau dans une petite arène, quand je dis petite arène, vous m'entendez parler, mais ou plus grand, dans les arènes de Nîmes ou de Arles, Ouais. c'est quelque chose de très prestigieux, puisque ça veut dire que le bien-être animal qui s'est passé avant, donc on a eu des taureaux qui ont été très bien nourris, une génétique qui a été parfaite puisqu'on a eu la capacité d'avoir un taureau qui peut sortir devant des centaines et des milliers de spectateurs. Donc le spectacle de la corrida est très particulier. Je le conçois que c'est un spectacle qui n'est pas adapté à tout le monde et qui est très dur à voir puisque c'est très régional. Il y a un côté très culturel. Et très culturel, exactement. Et puis surtout que c'est limite du religieux. Quand un taureau rentre en piste, quand les portes du taureau s'ouvrent, il y a un silence. Et au moment où les deux antérieurs du taureau passent la piste, très souvent, le premier mot qu'on entend, c'est « waouh », un souffle assez important, puisque le taureau a une prestance qu'on retrouve nulle part ailleurs dans une autre race, quoi. C'est ça qui est magique, c'est qu'on est pris par ce charisme du taureau. La culture du taureau est très liée à celle du cheval. Toi, tu es cavalier par ailleurs. Donc, pour vous expliquer, être employé d'une structure comme ça, c'est un métier qui paye très difficilement, bien qu'on soit salarié, pour les horaires qu'on fait, pour le travail qu'on fait et aussi pour les risques qu'on fait, puisque un matin, si un taureau est mal luné, demain on ne me retrouve pas, quoi.
Ça fait la minute économie de mon podcast. Je voulais te demander justement, est-ce que quand on est salarié comme ça, on peut vivre de ça? Est-ce qu'un éleveur, il vit d'un élevage de taureaux aujourd'hui? Un éleveur, il vit pas pour l'argent. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il va gagner, il va le retransmettre pour le bien-être de ses bêtes. C'est-à-dire que demain, on a vendu, je sais pas, 15 taureaux en corrida, on a une certaine somme d'argent, et ben on va pas acheter une maison, un appartement ou une villa, etc. On va acheter un tracteur neuf pour mieux travailler les terres et pour avoir plus d'orge, de pois chiches, pour ensuite mieux nourrir nos bêtes, ou il va nous permettre pour acheter un camion de foin, etc. Donc tout l'argent qui est gagné est en fait transvasé dans les bêtes, quoi. Donc, et même moi en tant que salarié, donc moi je fais ce métier-là de base par passion, donc je travaille à mi-temps, je m'occupe des bêtes que le matin, et l'après-midi, donc moi je suis cavalier moniteur, donc moi j'enseigne et je monte principalement des chevaux qui sont liés dans la monte Camargue, western et espagnol, donc c'est des montes qui sont toujours liés au bétail. Et grâce à ça, en combinant les deux, j'arrive à en vivre, mais parce que j'ai mon entreprise à côté. Quand on illustre ce que tu dis, Olivier, il vit dans un mobil-home aujourd'hui parce que par passion pour ses bêtes, tout l'argent passe là-dedans. C'est pour ça que en tant qu'employé, quand je suis arrivé ici, j'ai pas exigé d'avoir 3 000 € par mois et d'avoir mes samedis, mes dimanches et 40 jours de vacances par an, quoi. Il faut savoir un peu rester à sa place. Et puis voilà, c'est un métier de passion. Si on veut pas travailler, on vient pas ici. Et pendant les fêtes, pour revenir au cheval, au taureau, que le fait que ça soit très imbriqué, qu'il faille, j'imagine, être très bon cavalier pour travailler avec des taureaux. Vous avez aussi des lâchers de taureaux encadrés de chevaux. Tu peux nous raconter ça? Alors là, c'est des taureaux camarguais pour le coup. C'est ça. Alors pour le coup, donc à l'époque, quand j'étais gardien salarié, donc dans une manade, je participais donc à des lâchers de taureaux. Et mais il y a des festivités avec des traditions, comme par exemple le Gros du Roi, avec la brouette des plages. Donc on lâche donc 4 taureaux, encadrés par 11 cavaliers. Dans la ville, vous êtes flingués ici ça. Un peu quand même. Ah il faut, mais en fait, rien n'est dû au hasard. Tout est une tradition, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on faisait donc ce lâcher de taureaux dans la ville? Puisqu'on fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de camion ni de char pour amener les taureaux dans les arènes. Donc le seul moyen qu'on avait, c'était qu'on triait donc les taureaux le matin, on encadrait les taureaux par les chevaux, on allait direction la ville avec les taureaux, ils faisaient leur course camarguaise, et après la course, on procédait à la bandide. Et donc là, on ramenait les taureaux jusqu'au pré. Donc rien n'est dû au hasard, et donc on a gardé les traditions. Maintenant, qui s'est un peu perdu, puisque on fait que des brigades et que des bandides, il n'y a plus la course au milieu, pour rester vraiment traditionnel, bien que dans des villages ça reste. Mais oui, de base, tout est traditionnel et c'est dangereux aussi. Ouais, et je crois que tu as une anecdote à nous raconter là-dessus. Ouais, par exemple, c'était en 2018, on avait 4 taureaux sur la brette des plages, les portes du char s'ouvrent, et en plus, pour la petite anecdote, le matin, on a TF1 qui vient. On veut faire un reportage sur la brette des plages, donc le matin, ils nous filment en train de trier les bêtes, etc. Donc c'est génial. Et donc ils nous mettent une GoPro sur nous-mêmes pour voir la brivade, pour la voir de près. Impeccable. Et les portes du char s'ouvrent et puis les 4 taureaux s'échappent. C'est vrai que c'est un travail très dur pour les cavaliers. Donc là en plus, c'est même pas les salariés qu'on a, c'est des types qui sont bénévoles. Ouais. Donc on appelle ça des gardiens amateurs. Donc forcément, l'exigence qu'on a envers eux n'est pas forcément très forte. Elle l'est parce qu'il y a quand même un risque de danger, mais on va pas insulter, oui, on va pas se fâcher contre eux. Moi par contre, en étant salarié, j'avais pris le coup, j'avais pris mon lasso et je m'étais mis devant eux en disant mais si vous échappez, je serai là pour attraper les taureaux. Sauf qu'il devait y en avoir un qui s'échappe à la limite. Un ou deux. Il y a eu les 4 qui sont partis, il y en a eu 3 qui sont partis dans la mer, il a fallu les récupérer. On a passé 500 mètres à la nage avec mon taureau, on s'est retrouvé sous l'eau, etc. On a ramené un à cheval à la nage, taureau donc au lasso sur la plage. C'est qu'on comprend bien, tu as ramené un taureau à la nage quand voilà, même. On n'a pas beaucoup Non, c'est sûr, c'est pas tout le monde, mais c'est dans ce milieu-là, je le raconte, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que jamais j'aurais la prétention de dire que je suis un héros. J'ai juste fait mon travail, puisque que ce soit pour les taureaux Camargue ou les taureaux espagnols, qu'on soit employé ou éleveur, on vit et on meurt pour le taureau. Ouais. Là, quand tu pars à l'eau chez ton taureau à 400 mètres là, tu ne te poses pas la question. D'ailleurs, tu disais c'est un métier d'instinct beaucoup. C'est ça, c'est un métier d'instinct, c'est-à-dire qu'on a l'instinct de savoir
si on est en danger ou pas, si on a la capacité de le faire aussi, si on a le courage aussi, puisque c'est aussi important, le courage, la bravoure aussi. Quelqu'un de pas courageux, il vaut mieux pas qu'il y aille, sinon après c'est dangereux pour lui et pour le cheval s'il est à cheval, parce que à tout moment on risque notre vie. De toute façon, du moment où on est face à des bêtes, que ce soit un cheval, un taureau, un tigre, un lion, toutes ces bêtes sauvages, on est quand même en danger, quoi. Donc c'est très important de savoir qui on est. Mm. Et il y a aussi une fois où tu étais dans l'arène, où tu t'es fait un peu Ouais. chahuter, je crois. Donc oui, une fois, pour faire rentrer un taureau, donc là c'était pareil durant une course camarguaise, le taureau ne voulait pas rentrer dans le tauril, puisque dans la course camarguaise, le taureau donc, fait 15 minutes en piste et après il rentre dans, dans le camion et ensuite dans ses prés. Le taureau voulait pas rentrer, donc on lâche un simbao qui est un meneur du troupeau, donc qui a pour but de guider le taureau jusqu'au tauril. Bon, des fois, il arrive que le simbao ne veut pas faire son travail et se retrouve planté au milieu. Donc, dans ces cas-là, il faut faire entrer les deux. Donc, on n'y va pas avec un morceau de pain ni un morceau de grain en disant allez, venez les gars, on y va, on rentre. Là, c'est vraiment, on y va un peu armé, donc avec long manche en bois et au bout une douille en fer. Et on va faire face au taureau pour montrer qu'on va se montrer supérieur à lui. On va attendre qu'il nous charge et quand il va nous charger, on va le faire dévier de sa trajectoire en touchant au niveau du frontal le taureau. Et puis le taureau donc ne bougeait pas devant moi à 2-3 mètres et je l'attendais. Et puis à un moment donné, faute professionnelle, je regarde ailleurs, il m'a vu faible et là j'ai atterri sur les cervicales. J'ai fait un joli soleil, mais bon, on est encore là. Mais je trouve cette anecdote intéressante parce que tu nous disais que tu n'avais pas forcément peur de travailler avec les taureaux parce qu'à chaque fois, il y avait une explication et qu'il y avait souvent une erreur de la part de l'homme pour que l'animal réagisse comme ça. Bien sûr, chaque erreur est due, chaque charge, comportement de la bête en face de nous, c'est dû à une erreur professionnelle. Par exemple, le numéro 16 qui m'a chargé, il a eu peur de quelque chose, j'arrive pas à expliquer quoi, mais peut-être que c'est moi qui ai parlé ou qui ai froissé le sac de pienso un peu fort. C'est quelque chose, sur le coup, on n'a pas forcément l'explication, mais peut-être que dans 4-5 jours, ça va venir l'idée. Par exemple, c'est pareil, ce taureau-là que j'ai tenu en piste, j'ai baissé mon trident, donc pareil, il m'a vu faible. Mais c'est pareil dans tout, que ce soit avec les chevaux, un cheval qui veut pas faire ce qu'on lui demande, alors à moins qu'il soit très récalcitrant, mais les 3 quarts du temps, c'est parce que des fois c'est mal demandé. Donc si tout est fait dans le professionnalisme, dans le calme et dans le respect mutuel de la bête, tout marche comme il faut. Mais par moments, c'est vrai qu'il y a toujours ce facteur sauvage qui fait qu'on est toujours en danger. Et que tu es dans le rapport de force de j'y vais pas, de tester la bête. Il faut avoir toujours ce rapport de force. Par exemple, quand on rentre les bêtes au couloir, s'il y en a une qui est blessée, il faut attacher les 2 cornes du taureau ou de la vache pour essayer de l'immobiliser le plus possible. Alors quand je dis immobiliser, c'est un bien grand mot, puisqu'elle peut quand même envoyer des coups de corne, des coups de pied. On est quand même à hauteur d'elle, hauteur de taureau et de vache, on est vraiment à côté d'eux. Donc c'est un moment où on n'est pas à l'abri non plus. Et pourtant, on va la soigner. Mais on est tellement obstiné par ce bien-être que tant pis, même si on a la limite de prendre un coup de pied ou un coup de corne, il faut la soigner, on va jusqu'au bout et on va la soigner. Écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Je vais passer à mes questions de fait. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de travailler comme ça avec les taureaux? Alors moi, ce qui me rend fier, c'est déjà de me lever et de faire un métier de ma passion, de travailler dans ma passion, que ce soit pour les taureaux comme pour les chevaux. Et surtout que c'est une certaine fierté de se dire que il y a quelques années de ça, le métier de gardien ou de majoral, c'était un métier très, très prestigieux, très, très honorable, maintenant qui est devenu un peu plus... qui a perdu un peu sa prestance, mais ouais, je suis fier de m'avoir fixé cet objectif de travailler avec ces bêtes-là et d'être arrivé au bout, quoi. D'avoir eu ma place de salarié, d'avoir mes structures pour mes chevaux. Ouais, c'est une fierté de vivre sa passion, quoi. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis? Alors, en prochain repas, ce qu'on mange régulièrement, c'est du bœuf. Et à titre de comparaison, donc avec un taureau espagnol et un bœuf, c'est que un taureau espagnol est donc entier et un bœuf est castré. Donc voilà une différence qui est pas négligeable, quoi. Ok, on saura d'où vient le bœuf. Le bœuf est donc castré. C'est ça.
Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou alors peut-être si on peut venir visiter les taureaux avec toi, comment on trouve l'exploitation, pour acheter les produits aussi, je sais qu'ils font des produits ici. Alors, vous pouvez retrouver, donc il y a un site internet, les Délices jusqu'à Mandres. Donc on est situé sur Saint-Gilles, on n'est pas très loin d'Aigues-Mortes et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc on propose plusieurs produits, des terrines, des pâtés, saucissons, pavés, côtes, etc. Et donc on est donc sur la commune de Saint-Gilles. Et on peut venir visiter les taureaux? Bien sûr, donc c'est une visite, attention, qui n'est pas touristique, c'est-à-dire que c'est une fois par jour et c'est uniquement le matin. Alors, l'horaire, je la donne pas parce qu'elle est jamais la même. Je suis toujours en retard. T'as du mal à te lever? C'est pas ça, c'est que, comme je dis, le matin, avant de venir ici, je m'occupe des chevaux. Ah ouais. Donc, je suis levé depuis 5 heures Ah oui. à m'occuper des chevaux. Et après, j'arrive ici à 8 heures. Et par moment. Donc, t'as pas de problème à te lever, toi? Non, me lever, non, c'est plutôt pour me coucher. Là, pour le coup, ça, c'est assez facile aussi. Donc, après, on fait des visites, mais c'est toujours dans le respect de la faune et de la flore. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des tracteurs avec 2 remorques accrochées et 50 touristes derrière. Ça, on ne le fait pas. Déjà parce qu'on n'a pas le matériel et surtout parce qu'on ne veut pas non plus déranger que ce soit les taureaux comme pour les chevaux, y compris aussi les oiseaux, les insectes et aussi la biodiversité, quoi, la faune et la flore, quoi, tout simplement. Tu peux nous redonner le site internet, tu l'as? Alors, c'est les Délices jusqu'à Mandres. Ok. .fr.com. On regardera, on tapera sur Google. Il faut regarder. Parfait. Bon, mais merci beaucoup pour ton temps et cette interview improvisée, c'était super. À bientôt, Mathias. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.